Des vidéos explosivement révélatrices des célèbres Freikoff ont enfin été présentées lors du procès de P. Diddy à Manhattan, et je vais tout vous expliquer. Comme vous le savez, le procès de P. Diddy est actuellement l'un des événements les plus suivis sur les réseaux sociaux, et je vous tiens informé de chaque avancée. Le rappeur et producteur P. Diddy fait face à de multiples accusations: trafic sexuel forcé, fraude, transport à des fins criminelles, et le complot pour racket dans le cadre d'une organisation mafieuse. Autant dire que la situation est sérieuse. Mais P. Diddy a pris un pari risqué en refusant tout accord et en plaidant non coupable. Malgré de nombreux témoignages et preuves potentiellement accablantes contre lui. Dans ma vidéo précédente, je vous ai résumé les premières semaines du procès. Les Freikoff, ces événements haussés, eurent de l'affaire, qui semblent impliquer des soirées où les participants étaient drogués et forcés à avoir des rapports sexuels pendant des jours. En réalité, ce sont des marathons d'orgies. L'enjeu de l'affaire est de déterminer si, comme le prétendent certaines victimes, les participantes étaient droguées et contraintes, ou si, comme le soutient la défense, il s'agissait d'orgies libertines où tout le monde était consentant. Après des témoignages importants, notamment de Cassie, un agent de sécurité qui avait assisté à une altercation entre lui et P. Diddy, et d'anciens collaborateurs proches de P. Diddy, nous arrivons aux journées des 15 et 6 mai. Et là, le procès prend un tournant majeur. Des vidéos et des preuves ont été présentées par l'accusation. La journée du 15 mai commence par un témoignage anonyme d'une prétendue victime. Elle raconte un cauchemar qu'elle aurait vécu en 2010 dans une villa de P. Diddy. Elle explique avoir été invitée à ce qu'elle pensait être une fête mondaine, mais se retrouve piégée. On lui aurait tendu un verre, en réalité mélangé au GHB, une drogue qu'on appelle aussi la drogue du violeur. Elle décrit avoir perdu totalement le contrôle, incapable de parler ou de bouger, et d'avoir été forcée à participer à un frec pendant 2 jours. Elle raconte même que des employés de P. Diddy verrouillaient les portes, distribuaient des drogues et surveillaient chaque mouvement. Elle évoque aussi un regain d'énergie après 2 jours, lorsqu'elle tente de s'enfuir, mais se fait rattraper par un employé de P. Diddy qui lui ordonne de rester tant que le patron n'a pas fini. Elle détaille les événements de manière précise, donnant des noms d'employés, des détails sur la villa et des documents saisis par le FBI, tels que des reçus et des mails, qui confirment que cet événement a bien eu lieu. Suite à ce témoignage, un ancien employé de Bad Boy Records, label de P. Diddy, a témoigné à son tour, toujours sous anonymat pour des raisons de sécurité. Il explique avoir travaillé pour P. Diddy de 2007 à 2011 et raconte que, selon lui, le label servait de façade pour recruter des femmes vulnérables, souvent des aspirantes chanteuses ou danseuses, en leur promettant des contrats mirobolants. Il se souvient d'une scène précise en 2009 à New York, où après une session d'enregistrement, P. Diddy aurait proposé un frec à une femme qui a refusé. Il explique que P. Diddy, furieux, l'a frappé au visage, la laissant en pleurs en sortant de la pièce. Il précise que P. Diddy menaçait constamment son personnel, les intimidant de licenciements ou de représailles graves s'il parlait. Cet employé déclare avoir quitté Bad Boy Records en 2011, dégoûté par ses activités. La défense de P. Diddy, menée par l'avocat Marc Anifilo, n'a pas tardé à réagir. Lors du contre-interrogatoire de la victime numéro 2, l'avocat a mis en doute sa crédibilité, soulignant qu'il n'y avait ni vidéo ni rapport médical pour étayer ses dires. Il a aussi suggéré qu'elle pourrait avoir des motivations cachées. Il a pointé du doigt le fait que plus de 120 plaintes avaient été déposées contre P. Diddy et que certaines d'entre elles avaient été réglées à l'amiable. La victime a répondu qu'elle n'avait pas porté plainte plutôt de peur de la puissance de P. Diddy. Concernant l'ancien employé de Bad Boy Records, Annie Philo l'a attaqué sur son anonymat, demandant pourquoi il n'avait rien déclaré en 2009. L'employé a expliqué qu'il avait peur pour sa sécurité et pour son avenir. Le 6 mai, le procès prend une nouvelle dimension. L'accusation, dirigée par la procureure Madison Smither, dévoile une vidéo saisie lors d'une perquisition en mars 2024, filmée en 2015 dans une villa de P. Diddy à Los Angeles. Cette vidéo montre plusieurs femmes participant à un frec, visiblement sous l'influence de drogue, avec des mouvements lents et des regards vitreux. Un homme, identifié comme étant P. Diddy grâce à sa voix et sa silhouette, donne des ordres aux participantes. Bien qu'il n'y ait pas de violence physique visible, l'état des femmes montre qu'elles ne sont pas en mesure de consentir. L'accusation considère cette vidéo comme une preuve solide d'un système organisé. En plus de cela, des résultats toxicologiques sur des boissons retrouvées chez P. Diddy montrent des traces de GHB, de kétamine et d'ecstasy, confirmant les témoignages entendus jusqu'ici. La défense réagit en appelant un expert en vidéo qui affirme que les vidéos ont probablement été manipulées, soulignant des incohérences dans les ombres et transitions. Cependant, l'accusation répond en présentant une certification FBI, validant l'authenticité de la vidéo. Le juge rejette la demande de la défense de disqualifier la vidéo.
La diffusion de cette vidéo secoue la salle et pour la première fois, P. Diddy semble déstabilisé. Il griffonne des notes, chuchote à son avocat et certains jurés prennent des notes, visiblement mal à l'aise. La famille de P. Diddy semble se désolidariser de lui, avec l'absence de sa mère Janice, de ses filles Delilah et Jessie et de ses garçons. Seul son fils adoptif Quincy Brown est présent, prenant des notes en première ligne. La diffusion de cette vidéo marque un tournant décisif dans ce procès. Le 19 mai, un nouveau témoin entre en scène. Un ancien garde du corps de P. Diddy, toujours sous anonymat. Il témoigne qu'il a travaillé pour P. Diddy de 2008 à 2012 et raconte des scènes où des femmes étaient transportées dans des chambres fermées à clé, sous l'ordre de P. Diddy. Il évoque aussi un incident en 2011 à Miami où une femme, droguée et tentant de s'enfuir, a été ramenée de force à la villa sur ordre de P. Diddy. Il présente comme preuve un texto envoyé par P. Diddy en 2011, disant « Garde-les bien à l'intérieur ». La défense attaque ce témoignage en remettant en question la crédibilité du garde du corps, mais celui-ci rétorque qu'il avait peur pour sa vie, citant des menaces implicites de P. Diddy. Le procès se termine sur une annonce de l'accusation. D'autres vidéos seront diffusées le 20 mai. L'avocat de P. Diddy, Marc Anifilo, a demandé un délai pour examiner ses preuves, mais sa demande a été rejetée. Si ces vidéos sont aussi accablantes que celles montrées jusqu'ici, il pourrait devenir très difficile pour P. Diddy de continuer à se défendre. Je vais continuer à suivre ce procès de près et vous tiendrai informé de chaque évolution. Ce qui est certain, c'est que l'accusation semble avoir des preuves difficiles à contester et les vidéos présentées aujourd'hui ont fait pencher la balance en leur faveur. L'accusation semble plus confiante que jamais et chaque nouvelle preuve apportée rend la situation de P. Diddy de plus en plus précaire. Le 20 mai, comme annoncé, une nouvelle série de vidéos sera diffusée. Ces vidéos, selon l'accusation, pourraient bien être la clé pour finaliser le dossier contre lui. La défense, quant à elle, s'acharne à minimiser la portée de ces preuves. Marc Anifilo, l'avocat principal de P. Diddy, continue d'attaquer chaque témoin, chaque détail, cherchant à semer le doute dans l'esprit des jurés. Mais la tâche devient de plus en plus difficile à mesure que des éléments aussi accablants se multiplient. En plus des vidéos, de nouveaux témoins arrivent à la barre, et certains sont prêts à tout pour faire éclater la vérité, même sous anonymat. Le 20 mai, la première vidéo diffusée est encore plus choquante que les précédentes. Cette fois, les images sont d'une clarté alarmante. Et les femmes présentes semblent encore plus sous l'emprise des drogues, leurs mouvements ralentis et leur visage vide de toute conscience. Dans cette vidéo, l'on voit plusieurs hommes, dont P. Diddy, donnant des ordres et se livrant à des comportements de contrôle inquiétants. Une fois de plus, il n'y a pas de violence physique directe, mais l'absence de consentement est flagrante. C'est cette absence de liberté et de choix des victimes qui fait la force de l'accusation. La défense réagit en pointant l'absence de preuves physiques directes, mais l'impact de ces vidéos ne peut plus être ignoré. Chaque vidéo présentée semble renforcer l'accusation d'un système organisé, de manipulation et de contrôle sur les femmes impliquées. Les jurés, toujours aussi attentifs, ne peuvent faire autrement que d'enregistrer chaque détail. Les témoignages de victimes et d'employés, corroborés par des preuves vidéo et des analyses toxicologiques, font un ensemble de preuves difficiles à réfuter. Au fur et à mesure des jours, la pression monte pour P. Diddy. Le juge, voyant la tournure que prend le procès, décide de séparer les témoignages des victimes des preuves vidéo pour que chaque aspect soit traité de manière complète. L'objectif est de donner à chaque partie la possibilité de présenter son cas de manière équilibrée, tout en prenant en compte la gravité des accusations. Les dernières heures du procès du 20 mai se déroulent sous une tension palpable. Le verdict, qui se rapproche, semble de plus en plus inévitable pour certains observateurs. Les jurés qui avaient pris des notes lors de la diffusion des vidéos semblent encore plus perturbés par la dernière vidéo, certains se penchant vers leurs collègues et murmurant des commentaires désapprobateurs. La salle d'audience est plongée dans un silence lourd. Pour l'instant, P. Diddy semble épuisé. Ses mains tremblent, son regard est souvent perdu dans le vide, et son comportement trahit un stress croissant. La famille qu'il avait soutenue au début du procès se fait de plus en plus discrète. L'absence de ses proches, notamment sa mère et ses filles, n'échappe pas à l'attention des observateurs. Le manque de soutien familial semble marquer un tournant dans la perception de son entourage. Quincy Brown, son fils adoptif, reste cependant à ses côtés, écrivant frénétiquement sur son bloc-notes. L'accusation, après cette série de vidéos et de témoignages, semble prête à pousser l'affaire jusqu'à son terme. Le dossier est solide et les éléments de preuve accablants. Le 20 et 1 mai, une nouvelle journée s'annonce cruciale. Un autre témoin, ayant fait partie du cercle proche de P. Diddy, pourrait bien ajouter une couche supplémentaire à l'enquête. Pendant ce temps, P. Diddy, appuyé par ses avocats, continue de maintenir son innocence, réfutant toutes les accusations portées contre lui. Mais les témoignages et preuves vidéo s'accumulent et rendent de plus en plus difficile cette défense. Le procès,
de plus en plus suivi sur les réseaux sociaux, ne laisse personne indifférent. La salle d'audience est en émoi et tous les regards sont tournés vers l'issue qui pourrait bien sceller le sort de P. Diddy. Les vidéos, preuves et témoignages se font un contrepoids de plus en plus lourd sur la balance de la justice. À la fin de cette journée, le jury sera à la croisée des chemins. Devront-ils prendre en compte ces vidéos comme éléments indiscutables d'un système de manipulation et de violence, ou la défense arrivera-t-elle à les discréditer et à affaiblir les preuves présentées? Restez à l'écoute pour la suite de ce procès palpitant.